Alors, donc maintenant, je vais présenter notre deuxième orateur, donc, qui est Johan Cartigny. Johan est maître de conférences en chimie des matériaux au sein du laboratoire de sciences et méthodes séparatives à l'Université de Rouen. Il a obtenu sa thèse à l'Université de Lorraine sur la modélisation thermodynamique et la détermination expérimentale du diagramme de phase plomb, calcium, étain. Chimiste du solide, il est en charge de recherche sur des équilibres entre phases dans des systèmes impliquant des solides organiques et inorganiques, dans des équilibres solides-solides et solides-liquides. Au cours de ces dernières années, il a développé une compétence supplémentaire dans l'étude des équilibres solides-vapeur afin de mieux comprendre et prédire le comportement des solides sous atmosphère réactive pour une meilleure compréhension des phénomènes de solvatation à l'état solide, ainsi que des mécanismes à l'échelle moléculaire. Donc, le titre de la présentation de Johan Cartigny, c'est Construction expérimentale ou étude expérimentale de diagrammes de phase solide liquide. Et donc, Johan, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, Johan Cartigny, je suis maître de conférence à l'Université de Rouen et je remercie tout d'abord Laurent Casser de m'avoir invité à vous présenter une partie des travaux que je mène au laboratoire sur l'étude expérimentale des équilibres solides avec un S liquide. Je le remercie parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai une affection pour ce GDR de par ma formation initiale autour de la chimie inorganique et minérale. Mais c'est vrai que mes activités de recherche sont un petit peu éloignées de ce que peut proposer ce GDR. Mais pour autant, je pense qu'il y a des points d'achoppement et des points de convergence sur certaines choses, et en particulier sur l'étude des équilibres solides-liquides. Alors, moi, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait au laboratoire sur l'étude de ces équilibres solides-liquides. Il faut évidemment parfois transférer en fait ce qu'on fait chez nous à vos activités propres dans chacune de vos thématiques de recherche. Mais en tout état de cause, c'est plutôt un point de vue d'un chimiste du solide que je voudrais vous transmettre. Alors, en quelques, en quelques mots sur les activités de notre laboratoire sciences et méthodes séparatives, en fait, on est un peu focalisé sur le phénomène de cristallisation. Donc, ce phénomène de cristallisation sous toutes ses formes, de l'apparition du solide jusqu'à la génération d'une sursaturation, de la séparation par cristallisation, etc. Et en fait, on va dire que 80% de notre activité est faite sur des molécules organiques, essentiellement à vocation pharmaceutique. Et depuis quelques années, pour un retour à mes amours initiales, on développe un petit peu aussi des connaissances autour de la chimie inorganique et minérale, en collaboration avec des collègues géologues dont vous allez avoir l'honneur d'entendre quelques sons de voix juste après. Et donc, nous, on s'intéresse parmi tout ça. Donc, on est deux équipes, une équipe de cristallogénèse, une équipe de chromatographie. Et l'équipe de cristallogénèse s'occupe donc des aspects fondamentaux et expérimentaux pour déterminer, établir des diagrammes de phase et déterminer des données expérimentales pour les équilibres solide-solide, solide-liquide et solide-vapeur. Vous allez voir aussi qu'on a une petite activité de développement de prototypes d'appareillage et je vais vous en présenter quelques-uns juste après. Donc, qu'on soit clair, hein, mon point de vue sera celui d'un chimiste du solide. On a une démarche autour de ça, de thermodynamicien du solide. Voilà. On est assez focalisé sur le solide et la phase liquide, on l'étudie aussi, mais beaucoup moins en détail que le collègue précédent. Et on va s'intéresser, nous, donc, à ces équilibres entre ces phases. Donc, notre point d'intérêt principal, c'est de se focaliser en fait sur les équilibres thermodynamiques stables, c'est-à-dire l'histoire de l'évolution d'un système thermodynamique lorsqu'on l'étudie, afin de pouvoir prévoir les chemins éventuels par lesquels il pourrait passer. Et dans ce cadre, eh bien, on s'intéresse essentiellement aux solides cristallins. Donc, tout ce que je vais vous présenter dans cette présentation-là se focalise sur la présence de solides cristallins. Je sais que dans des procédés de précipitation, parfois, ce n'est pas très bien cristallisé, mais effectivement, les études des équilibres solide-liquide thermodynamiques, ce sont les équilibres avec le solide cristallisé. Et ce solide cristallisé, il peut être présent en
solide liquide avec son propre liquide. Hein. Si vous êtes un corps pur et que vous générez votre propre liquide, c'est ce qu'on appelle la melt crystallization ou depuis le fondu, quoi, voilà. Et puis aussi, il peut y avoir aussi de solides liquides où le liquide est constitué d'un solvant ou d'un mélange de solvants ou d'autres constituants qui sont à l'état liquide qui peuvent être fondus eux aussi. Et enfin, je vous parlerai un petit peu des équilibres solides-gaz parce que en étudiant les équilibres solides-gaz, on peut peut-être avoir des informations. Nous, c'est vraiment notre outil pour expliquer et pour rationaliser en fait les procédés de cristallisation. Donc, je vais vous en parler un petit peu de mots parce que ça va un petit peu guider aussi notre démarche expérimentale et scientifique. Donc, ces diagrammes de phase sont en fait des diagrammes de répartition des phases en fonction de leur stabilité. Donc, voilà le couple réseau. Ça arrive très rarement, mais c'était pour aujourd'hui. Donc, donc je reprends mon discours là. J'en étais à l'utilisation de l'outil thermodynamique que sont les diagrammes de phase. Donc. Et donc, ce que je voulais vous présenter, c'est que effectivement, ces diagrammes de phase peuvent être utilisés, exploités, lus, mais ils ne sortent pas de nulle part, bien évidemment, et c'est le reflet de la minimisation d'enthalpie de Gibbs du système. Alors, je vais vous prendre un exemple, en fait, dans un système binaire. Et dans ce système binaire, on a plusieurs phases qui peuvent être en équilibre. On va prendre la phase alpha et la phase bêta. On a plusieurs cas de figure en fait, qui peuvent se présenter sur l'évolution de l'enthalpie libre à une température et une pression fixée en fonction de la composition. Et donc, le système va toujours chercher à minimiser l'enthalpie libre du système global, l'enthalpie libre globale. Et donc, on voit que dans le cas 1, ça va être la phase alpha qui va être stable sur tout le domaine de composition entre A et B. Quand on a la deuxième situation qui est présente ici, eh bien, on voit que les courbes d'enthalpie vont venir se croiser. Et pour minimiser l'enthalpie libre du système, eh bien, celui-ci va préférer se mettre en équilibre biphasé entre la phase alpha et la phase bêta, entre les points M et N. Ces points M et N sont déterminés par la présence d'une tangente commune. C'est les points de tangence entre une tangente commune aux deux courbes de G. Et ce point M et N vont déterminer les compositions des phases en équilibre dans les domaines biphasés. Et donc, si on fait ça pour chaque température, eh bien, on peut ainsi pouvoir tracer le diagramme de phase. Et c'est le principe d'ailleurs de modélisation des logiciels, des logiciels de modélisation de diagrammes de phase qui vont venir en fait modéliser l'enthalpie libre d'excès du système pour pouvoir les minimiser et regarder les fameuses tangentes communes pour connaître les phases en équilibre. Alors, si on fait ça à plusieurs températures, eh bien, il suffit de reporter finalement sur une échelle de composition entre les deux constituants de notre système binaire eh bien, les phases qui sont présentes en équilibre, donc la phase alpha, la phase bêta, plus bêta, alpha, etc., en fonction de la température, et ensuite de relier les domaines de présence des phases entre eux. On a ici un domaine monophasé ou la phase alpha, bêta là-haut, et le domaine biphasé alpha plus bêta. Et donc voilà, ces diagrammes de phase ils viennent de là, en fait. Ils viennent de cette minimisation de l'enthalpie libre. Alors, on ne peut pas mesurer l'enthalpie libre expérimentalement. Je rappelle que je cherche à vous présenter l'obtention de données expérimentales. On ne peut pas avoir l'enthalpie libre expérimentale. Par contre, on peut avoir ces dérivés comme l'enthalpie et l'entropie. On peut avoir accès à ces données-là. Et puis, on peut aussi avoir accès à une information de la minimisation de l'enthalpie libre en regardant l'effet, on va dire, macroscopique de la minimisation de l'enthalpie libre du système. C'est-à-dire, on va prendre un système qu'on va mettre à l'équilibre et on va regarder quelle est la composition des phases qui sont en équilibre et dans ce qui nous concerne aujourd'hui, entre la phase solide et la phase liquide. Donc, pour reconstruire un diagramme de phase à partir des expériences, le principe est simple. La mise en œuvre n'est pas forcément simple, mais le principe est simple. Donc, il suffit de faire, par exemple, une suspension entre un solide A et un solvant à une température donnée, à une pression fixée. On va venir placer sur une échelle de composition notre point de composition M qui est là, et on va venir analyser la nature des phases. Donc, la nature des phases va nous indiquer qu'on est en équilibre entre une phase liquide
et une phase solide qui est 100% A, par exemple. Et ensuite, on va regarder la composition des phases par des analyses chimiques ou des analyses dont je vais vous présenter quelques détails tout à l'heure. Et on va venir placer notre point S ici, qui est la quantité de soluté qui est présent dans le liquide, et ici, le solide pur, ici, A. Et quand on fait ça à plusieurs températures, eh bien, on arrive à tracer ces lignes de séparation entre phases. Et une information importante ici, c'est que cette droite qui relie les points qui sont en équilibre doit forcément passer par les points de solubilité, le point de solide, mais aussi le point de composition. Et ça s'appelle une conode ou une tie line en anglais. Et ces conodes sont en fait la retranscription en diagramme de phase de ce qui s'est passé au niveau de minimisation de la tangente des courbes de G tout à l'heure. Donc, ces conodes ont une importance, c'est un peu des garde-fous thermodynamiques qu'on va garder en tête quand on va construire ces diagrammes de phase expérimentaux. Alors, les diagrammes de phase. Alors là, j'ai mis un diagramme binaire assez simple. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on doit retrouver sur ces diagrammes de phase au niveau des corps purs, eh bien, les informations du corps pur, comme les températures de fusion. Et quand on regarde les mélanges entre les deux corps purs, eh bien, on va identifier les phases présentes par des techniques expérimentales et par déduction de règles et par des règles thermodynamiques aussi qui nous permettent d'édifier ces diagrammes. Et nous, on va se focaliser ici sur cette ligne-là, qui est la ligne dite liquidus, c'est-à-dire c'est la ligne au-dessus de laquelle tout est liquide. On l'appelle aussi la ligne tout simplement de solubilité. Et nous, on l'appelle aussi ligne de cristallisation, puisque en dessous de cette ligne, il y a l'apparition de solide, donc c'est la cristallisation qui commence. On notera aussi la présence d'un solidus qui est là. On retrouve sur ce diagramme ici total notre petite conode qui est présente, cette droite horizontale, et qui associe les phases qui sont en équilibre pour une composition donnée que j'ai choisie ici en M. Donc, puis j'oublie pas de vous le dire, mais je vous le rappelle qu'on peut, à partir de cet outil thermodynamique, calculer la proportion des phases grâce à la règle des leviers, des segments inverses. Enfin, ça, c'est de la thermodynamique et des diagrammes de phase qu'on apprend peut-être au cours de ces études, mais c'est toujours valable ici, bien évidemment. Alors, on va s'intéresser donc à l'étude des équilibres solides-liquides. Alors, évidemment, là, ici, j'ai pris le système NaClO pour vous présenter. Donc, on va s'intéresser à cette ligne-là qu'on va essayer de déterminer expérimentalement, qu'on aimerait bien déterminer expérimentalement. Mais il faut faire attention à une chose, c'est qu'en fait, ces lignes-là nous indiquent les domaines de phase qui sont indiqués ici en rouge, rose. D'accord, mais il en existe d'autres. Et ceux qui existent et qui subsistent, ce sont les équilibres, enfin, les domaines de phase entre phases solides. Alors, je sais que quand on détermine des équilibres solides-liquides, on fait souvent des courbes de solubilité, des courbes de fusion, etc. Mais il ne faut pas trop négliger ce qui est en dessous parce que l'importance de la phase solide en équilibre, c'est primordial pour comprendre et ne pas faire d'erreur. On en a beaucoup parlé, de ne pas faire d'erreur d'interprétation. Par exemple, ici, je vous montre un exemple de réflexe thermodynamique qu'on peut avoir, c'est quand on a une courbe de solubilité qui présente une inflexion quand on fait des mesures, eh bien, ça veut dire que forcément, en dessous de cette courbe de solubilité, on a un changement de domaine de phase entre ici liquide plus NaCl et en dessous liquide plus NaCl 2H2O, dihydraté. Et ce changement de domaine de phase, il n'y a pas que ça, c'est que c'est forcément associé dans un diagramme binaire, ça c'est la thermo qui nous le dit, est forcément associé à un équilibre invariant, c'est-à-dire un équilibre qui se passe à une température donnée. Et cet équilibre ici est de nature une transformation dite péritectique. On déshydrate en fait notre dihydrate pour donner du NaCl anhydre. Et donc ça, c'est une information qui est aussi importante à noter dans l'élaboration du diagramme de phase. Donc l'étude de la courbe solide-liquide, d'équilibre solide-liquide, va nous donner des infos sur une plus grande partie de ce qu'on imaginait sur le diagramme de phase. Alors évidemment, on parle des systèmes binaires, mais on a aussi les systèmes ternaires, et puis il y a les quaternaires, les quinaires, les hexaires, etc. Plus on a de constituants et plus on a de systèmes compliqués. Donc je vais m'arrêter ici aux ternaires, mais pour décrire les ternaires, c'est difficile de faire des représentations en 3 dimensions et de comprendre ce qui se passe. Donc on va plutôt travailler dans ce qu'on appelle des coupes isobares, isothermes. On va représenter donc les diagrammes ternaires sous forme de triangles équilatéraux ou alors, donc pour plus de communauté, c'est ce que les collègues géologues utilisent beaucoup, c'est ce diagramme en représentation orthonormée. Et puis, on peut aussi faire, alors ça nous intéresse beaucoup, nous, dans le cas de composés organiques, quand on travaille, par exemple, à une composition racémique, quand on a des molécules organiques à séparer, eh bien, on va faire des coupes dites isoplètes, c'est-à-dire à rapport de composition constant. On va regarder les équilibres solides liquides dans cette coupe-là.
Alors, sur les diagrammes ternaires, on va retrouver notre ligne de solubilité là qu'ont déjà présenté un petit peu nos collègues juste avant. C'est cette ligne rouge qui nous intéresse. Mais cette ligne rouge en dessous, eh bien, il faut faire attention à ce qui se passe. Parce que sous cette ligne rouge, il y a des domaines qui associent des solides. Et donc, l'inflexion ici sur cette courbe de solubilité et limite de solide liquide nous indique qu'en fait, à gauche, avant l'inflexion, on a un domaine biphasé. À droite de l'inflexion, on a un domaine biphasé. Et puis au niveau de l'inflexion, on a un domaine triphasé qui associe deux phases solides et une phase liquide. D'accord? Et donc là, ici, on retrouve une ligne qui associe notre point M de composition avec la phase liquide et sa solubilité et la phase solide qui est là. Et ça, c'est la conode qui est cette fois-ci présente dans le domaine, dans les systèmes ternaires. Alors, par exemple, une indication, c'est que ces conodes, si expérimentalement vous trouvez des conodes, c'est-à-dire que vous avez un point de composition que vous avez préparé, vous mesurez une solubilité ici et vous trouvez votre solide en équilibre qui se trouve là sur votre diagramme, eh bien, si vous faites plusieurs compositions, la règle thermodynamique dit que les conodes ne doivent pas se croiser. Si elles se croisent, c'est que vous n'êtes pas à l'équilibre thermodynamique justement et que vous êtes dans des conditions cinétiques. Donc, il faut avoir un recul sur ce que vous tracez comme courbe de solubilité, comme point que vous avez pour absolument avoir la bonne information thermodynamique derrière. Alors, si on est avec des systèmes qui sont des sels doubles, des sels triples, eh bien, on a d'autres domaines de cristallisation, donc d'autres zones de rupture d'évolution des courbes de solubilité. On peut avoir des phases qui sont hydratées avec plusieurs hydrates, donc ça devient de plus en plus complexe. Et puis, il y a des choses qui sont encore plus complexes. Ce sont des sels qui n'existent, ou des sels ou des composés d'ailleurs, qui n'existent que dans un système ternaire, qui n'existent pas sur les systèmes binaires, par exemple. Donc là, ça veut dire qu'il y a une nouvelle phase solide, qu'il faut la décrire et qu'il faut aussi peut-être essayer de la faire cristalliser. Ça, ce n'est pas forcément toujours très simple. Voilà, donc là, je vous donne deux exemples de systèmes inorganiques entre KCl, MgCl et H2O. Ici, je crois qu'on a ce qu'on appelle la carnalite ici, qui existe dans le système ternaire uniquement et qui n'est pas issu du système binaire. Là, c'est le système du borax. On a des tas de phases intermédiaires qui existent avec des hydrates différents. Donc, c'est vrai que je vais essayer de me focaliser dans la suite de la présentation sur ce qui se passe en fait en solution aqueuse plutôt, puisque c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse plus en utilisant l'eau, mais sachez que toutes ces descriptions d'équilibre et les méthodes expérimentales peuvent se décliner en solution avec des solvants organiques, avec même avec des solvants de sel fondu, par exemple. Hein, les courbes de solubilité peuvent être déterminées dans ces systèmes-là. Alors, il y a des tas d'équilibres, d'accord, et je crois qu'on en a eu une belle illustration avant avec des espèces qui peuvent être présentes et multiples en solution aqueuse. Nous, on va s'intéresser, enfin, je vais m'intéresser dans cette présentation à vous présenter des méthodes de mesure de solubilité, donc expérimentales, alors qui peuvent être assez simples, puis qui peuvent être un peu détournées avec des techniques qui sont détournées de leur usage principaux. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir une vision macroscopique de ce qu'est l'équilibre à l'échelle, on va dire, ionique. Et donc, on va essayer d'avoir une démarche qui va nous permettre donc, de déterminer la composition du liquide qui est en équilibre avec un solide, donc la composition et la nature du solide en équilibre. Alors, j'ai voulu vous présenter des analyses physico-chimiques que nous, on mettait en œuvre au laboratoire. Donc, la liste n'est pas complètement exhaustive, hein, mais en tout cas, je les ai classées en 5 catégories que je vais essayer de vous détailler maintenant. Les analyses dites que j'ai appelées chimiques, les analyses massiques, structurales, thermiques et optiques. Donc, et toutes ces méthodes peuvent être couplées, bien évidemment, pour avoir un meilleur jeu de données. Alors, je vais commencer par les analyses chimiques. C'est peut-être la partie que je vais le moins détailler parce que c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'analyse du liquide, en général de la phase liquide. Et donc, on peut évidemment utiliser des méthodes séparatives, hein, comme la chromatographie, alors en phase liquide, en chromato-ionique, chromato-chirale, éventuellement chromato-gazeuse, de la spectro de flamme pour les alcalins, par exemple. Donc, on va analyser ce qu'on a en solution comme espèce chimique. On a entendu parler tout à l'heure de l'ICP-MS. Mais aussi, alors, ce n'est pas vraiment des analyses chimiques, mais j'ai dû les mettre là parce que je n'avais pas de catégorie spéciale sur les méthodes spectroscopiques. On a des méthodes comme la RMN, l'infrarouge ou le Raman, qui peut nous indiquer en fait la présence de certaines espèces en solution et donc de pouvoir tenter éventuellement de les quantifier, même si c'est relativement
compliqué et pas si facile que ça. À chaque fois que je prends une technique, je vous mets un petit peu pas mes critiques, mais la prise de recul qu'il faut avoir sur les données qui sont fournies, sur toutes les différentes données expérimentales avec les techniques proposées. Donc là, vraiment, le point d'attention ici, c'est quand on a des concentrations en espèces élevées, par exemple, quand on fait de la chromatoionique dans des solutions salines très concentrées, il est nécessaire de diluer les systèmes avant analyse, et donc c'est vraiment des sources d'imprécision assez importantes. On peut avoir des problèmes de séparation aussi des espèces. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que parfois, on voudrait analyser le solide comme on analyse le liquide. C'est une erreur qui est assez courante. Et en fait, il ne faut pas oublier que lors de la remise en solution d'un hydrate, par exemple, eh bien, en fait, vous allez analyser, si vous avez du LiCl, de H2O, que vous le redissolvez pour l'analyser, ben, en fait, vous allez analyser qu'il y a LiCl, c'est super, mais vous n'avez pas vu qu'il y avait les 2 molécules d'eau qui étaient dans le solide initial. Donc, il faut bien tenir compte de ce que vous faites quand vous analysez un solide par ces méthodes un peu dédiées au liquide. Alors, comme autre analyse chimique, on a des méthodes colorimétriques, des dosages par complexation, des dosages par précipitation, par potentiométrie. Nous, on utilise le Karl Fischer, par exemple, pour doser l'eau dans les hydrates, avec du Karl Fischer volumétrique. Et puis, je voulais vous présenter le travail de collègues de Lyon qui ont développé ça il y a maintenant quelques années, mais c'est une cellule en fait, de mesure par conductimétrie. Et en fait, en se plaçant ici au point A initial, ils ont ajouté petit à petit de l'eau, ils se sont déplacés sur cette ligne qui est présentée là. Et en fait, en regardant la conductivité de leur solution, ils ont vu des ruptures d'évolution, et ces ruptures d'évolution eh bien, coïncident avec le passage de domaines de phase qui sont ici, en particulier ici la ligne solide liquide qui a été déterminée par cette méthode. Donc, c'est une méthode qu'on peut utiliser. Alors, maintenant, les analyses massiques. Alors, les analyses massiques, pour faire des solubilités, c'est peut-être la méthode la plus simple qui soit. Donc, je vais vous l'expliquer vraiment succinctement. On peut partir d'un solvant dans lequel on va ajouter petit à petit du solide dont on souhaite connaître la solubilité dans le solvant donné, jusqu'à sa saturation à une température donnée, bien évidemment, c'est important d'être très très bien régulé en température. Et puis, eh bien, la solubilité, c'est tout simplement la masse du solide ajouté à saturation sur la masse de solvant initial ou sur la masse totale, ça dépend de l'unité dans laquelle vous voulez l'exprimer. On peut aussi faire le schéma inverse, la démarche inverse, c'est qu'on part d'une suspension et puis on va ajouter petit à petit du solvant jusqu'à la dissolution du solide. Et au moment de la dissolution du solide, c'est notre solubilité qu'on peut donc mesurer. Tout ça nous donne une méthode, une mesure de solubilité. Alors nous, c'est une méthode qu'on utilise, on va dire, en première intention. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas mal d'erreurs qui peuvent être associées à ça. Par exemple, il faut s'assurer, comme l'a dit le collègue tout à l'heure, que le temps d'homogénéisation est assez long pour établir l'équilibre thermodynamique. Ça, il n'y a rien de pire que de faire des interprétations sur des données qui sont pas à l'équilibre thermo pour tracer un diagramme de phase ou avoir des méthodes de solubilité. Et c'est des méthodes qui sont peu précises parce que c'est beaucoup basé sur l'observation visuelle. Et puis, bon, les derniers grains, on a peut-être un petit peu du mal à les voir quand ils commencent à se dissoudre, quand ils commencent à apparaître. Et puis, alors, moi, le conseil que je donne, c'est qu'il faut toujours observer ces solutions, ces suspensions quand on est en train de les faire. Parce qu'en fait, si les suspensions changent d'aspect, c'est le signe que le solide qu'on pensait avoir mis, par exemple, qui était anhydre, est bien en train de s'hydrater dans l'eau que vous avez mis pour faire votre mesure. Et ça, c'est toujours une information importante à relever et à notifier dans votre expérience. Alors, nous, on utilise beaucoup la méthode de l'extrait sec. Alors, c'est une méthode qui est un peu l'équivalent du résidu sec que peut-être certains connaissent, mais cette fois-ci, c'est pour une solution dite saturée. Donc, le principe consiste à mettre en équilibre une suspension à une température donnée. On va prélever le surnageant saturé en soluté. Et ce surnageant, on va le faire évaporer à une température plus élevée pour faire apparaître et pour faire recristalliser en fait le solide qui était dissous. Et ce solide dissous, eh bien, en le rapportant à la masse initiale de votre prise d'essai ici, eh bien, ça vous donne la solubilité. Alors voilà, nous, c'est une technique qu'on utilise assez souvent parce qu'elle est assez rapide, on peut faire beaucoup de reproductibilité. Il faut toujours avoir un temps d'homogénéisation assez long, supérieur à 2 heures, et ça, c'est vraiment une valeur pour vous dire qu'il ne faut pas le faire en 5 minutes, quoi. Ça peut aller jusqu'à 24 heures. Pour la petite histoire, on a même découvert une phase qui est apparue au bout de 15 jours, hein, mais ça, c'était un petit peu du hasard. Et donc, voilà, l'homogénéisation est vraiment très importante. C'est une méthode qui est assez précise parce qu'on fait des pesées, donc on a quand même une précision sur la masse que l'on a. Et puis, ouais, il faut faire toujours attention à la température d'évaporation parce que comme tout à l'heure, quand on a des phases qui sont solvatées comme les hydrates, eh bien, une température trop élevée va induire la perte des molécules d'eau lors de l'analyse du solide et ça va donc donner une masse qui va être faussée.
Alors, une analyse massique, c'est une analyse par sorption de dynamique de vapeur. Alors ça, c'est justement une manip qui a été détournée pour aller chercher des équilibres solides-liquides, mais qui est intéressante dans certains cas d'utiliser cette technique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. L'analyse par sorption dynamique de vapeur consiste en fait à prendre un échantillon que l'on place sur une microbalance. Et cette microbalance, en fait, on va la conditionner en humidité relative variable à une température donnée, puisque l'incubateur qui est présenté ici est régulé à une température donnée. Donc normalement, c'est une manip qui est destinée aux équilibres solide-gaz. Cette manip solide-gaz, elle vous donne en fait, en fonction du temps, l'évolution ici de l'humidité relative, c'est les paliers que vous voyez, et puis on suit la masse. Là, par exemple, on voit que l'échantillon prend 6% en masse à une humidité de 70%. Bon, bah, ça va former un solvate, c'est un hydrate ici pour ce solide. Donc ça nous permet de quantifier la stoichiométrie, etc., des hydrates. Mais il y a quand même certains échantillons qui présentent la propriété en fait d'être déliquescents. Alors la déliquescence, c'est quoi? C'est en fait une condensation de l'eau qui est présente dans l'environnement sur le solide à une pression de vapeur saturante qui est inférieure à la pression de vapeur saturante de l'eau pure. Et donc, OK, on a une information sur les équilibres solide-gaz dans une certaine gamme d'humidité, mais quand on est à très haute humidité, eh bien, en fait, le solide commence à se gorger d'eau pour donner un solide qui peut ressembler à ça. Alors ici, on est sur des équilibres solides-gaz, mais là, on passe sur les équilibres solides-liquides. Et si on pousse la déliquescence jusqu'à son terme, eh bien, on va pouvoir avoir l'évolution de ce solide. Alors, je vais vous présenter les photos parce qu'elles sont parlantes, je n'ai même pas trop besoin de parler. Vous voyez que lorsque lorsque l'humidité est assez faible, on n'a pas d'interaction avec le solvant ici, avec l'humidité de l'air, l'humidité imposée, le solide ne change pas d'aspect. Vous voyez que quand on atteint un certain RH, le solide commence à devenir un peu humide. Et puis là, en fait, ici, dans cette situation-là, le solide est déliquescent, il pompe l'eau qui est dans l'air, en fait, il va former une suspension. Donc cette suspension, on est pile poil dans les équilibres solide-liquide. Et si vous continuez à absorber de l'eau qui est présente dans l'air, on le laisse faire à une humidité donnée, en fait, on va atteindre une solution. C'est-à-dire que tout le solide va se dissoudre. Et donc, la quantité d'eau qui a été absorbée par le solide pour donner une solution, eh bien, c'est exactement la définition de la solubilité. C'est-à-dire c'est la quantité d'eau qu'il faut pour pouvoir dissoudre tout le solide. Et il se trouve que d'un point de vue thermodynamique, ça s'explique, je ne vais pas m'apesantir ici, mais ça s'explique, mais il se trouve que l'évolution de la masse présente une rupture au moment du passage de la dissolution à la dilution. Donc ça nous donne une valeur assez précise de la solubilité. Alors ça, c'est quelque chose, si vous le faites à plusieurs températures, là on l'a fait dans le cas d'une molécule organique qui s'appelle l'acide citrique, mais ça peut très bien être fait avec d'autres solides qui sont déliquescents, eh bien, on relève en fait tous ces points ici de rupture d'évolution entre la déliquescence et la dilution. Et quand on les reporte sur un diagramme de phase, eh bien, ça nous donne l'évolution des courbes de solubilité. Et on voit ici qu'on a une inflexion, et cette inflexion nous indique donc qu'on avait une forme solide qui était présente. Et cette forme solide, c'est effectivement la présence d'un hydrate qu'on aurait pu voir ici sur la courbe de DVS. Alors l'inconvénient de ces manips, il faut être honnête, ce sont des manipulations qui sont très longues. Elles font plus de 5 jours, mais en tout cas, elles sont assez précises. Elles peuvent être mises en place pour des solides déliquescents. Et en fait, nous, on la met en place quand on est face à des solides, par exemple, qui sont très solubles dans l'eau. Et parfois même, il n'y a aucune valeur de solubilité qui sont énoncées, puisque en fait, on dit que c'est entre 10 et 20% en masse, par exemple, et ce n'est pas très précis. Alors, ce n'est pas forcément vrai pour des entités qui sont bien connues, comme les sels inorganiques, mais pour des molécules organiques qui sont en développement solide, eh bien, parfois, c'est intéressant d'avoir accès à ces solubilités-là. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu d'analyse structurale. Donc, on va passer maintenant à se focaliser vraiment sur le solide. Donc, pour nous, les chimistes du solide, il faut savoir qu'on n'a qu'une seule technique qui nous intéresse quasiment, c'est la diffraction des rayons X, et en particulier la diffraction des rayons X sur poudre. Alors, c'est une méthode vraiment de choix pour analyser les solides cristallisés. Donc, il suffit de filtrer votre suspension quand vous avez un équilibre solide-liquide, et ce solide, vous allez l'analyser directement en diffraction des rayons X. Donc, génération de rayons X ici, ici, là, à gauche, et puis le solide va diffracter, et il y aura un détecteur qui va récupérer votre rayon X diffracté, et donc l'analyse se fait par le dessus dans tous les appareils classiques. Et ça nous donne une carte d'identité du solide. Alors, plus les solides sont étudiés, plus ils sont documentés, et c'est le cas pour tous les composés minéraux, par exemple. Il y a des bases de données qui permettent en fait d'identifier assez rapidement le solide que vous avez en équilibre à partir de bases de données existantes, puisqu'elles sont toutes bien connues depuis très longtemps.
On peut coupler l'analyse des RX avec des analyses avec des paramètres variables. Donc, celui qui est le plus parlant, c'est peut-être la température. Alors, je vous montre ici, c'est très visuel, hein. On a par exemple du plâtre qu'on a chauffé et on regarde la diffraction des rayons X en fonction de la température et on voit qu'ici, on arrive à déterminer une température de transition. En fait, on a un diffractogramme qui change. Donc, une température de transition donc, de l'hémihydrate jusqu'à l'anhydre. On voit ici un autre exemple avec une autre entité, avec une déshydratation, parce que c'est une déshydratation ici, qui se passe entre 40 et 60 degrés. On peut aussi faire des analyses de RX à humidité contrôlée pour voir justement l'apparition de nouvelles phases en fonction de l'humidité relative. Donc ça, ce sont des techniques qui ne sont pas directement reliées aux équilibres solides-liquides, mais qui quand même, lorsqu'on parle d'hydrate, de solvate, peuvent donner des informations sur les températures de transformation. Rappelez-vous tout à l'heure la transformation péritectique dont je vous ai parlé, ça peut confirmer en fait une mesure de solubilité qui a été faite juste avant. Alors, je vais vous parler d'un prototype qu'on a développé au laboratoire et qui est vraiment dédié à l'étude des équilibres solides-liquides, l'analyse structurale solide-liquide. C'est ce qu'on appelle, donc, c'est ce que nous on appelle l'analyse in situ. Donc, c'est de l'analyse des RX en suspension directement de la phase solide qui est en suspension dans un réacteur qui est monté comme un réacteur classique avec un agitateur sur le dessus, mais c'est le détecteur RX qui a été monté à l'envers. Enfin, on a demandé au fabricant de le monter dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Donc, on a le tube ARX ici qui va venir analyser une fenêtre transparente en rayon X qui est faite en polymère, et puis on va récupérer le signal diffracté ici pour analyser directement ce qui est en suspension. Alors, pour aider à l'analyse, évidemment, il y a un agitateur qui va venir plaquer le solide devant la fenêtre d'analyse, et au cours du temps, en fait, le solide passe devant cette fenêtre et la diffraction nous indique la nature de la phase qui est présente en suspension, de là ou des phases présentes en suspension d'ailleurs. La gamme de température, c'est de moins 70 degrés à 80 degrés. De nouveaux développements ont été faits chez nous là, pour descendre à plus basse température. Et on peut analyser les solides qui sont en suspension pour des pH inférieurs à 9. Tout ce qui est au-dessus de 9, en fait, la membrane en Kapton qui sert de la membrane, on va dire, transparente au RX, elle n'aime plus trop ça. Donc, mais on peut faire des analyses. Alors, évidemment, il ne faut pas utiliser du vitriol, hein, mais on peut faire des analyses à pH assez bas. Donc, avec ça, on va déterminer les transitions de phase. On va détecter des phases stables et métastables. Je vais vous présenter les exemples juste après. Alors, concrètement, ça se présente comme ça. Alors, on veut quelque chose qui soit assez évolutif. On a fait des essais pour y ajouter du solvant, par exemple, pour faire des mesures in situ, de pH, de turbidimétrie, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez évolutif. Vu que tout peut se faire par le haut, on peut rajouter des éléments qui sont par le haut et on analyse toujours les phases en suspension. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est l'étude d'un système salin, donc c'est le sulfate de sodium. Alors, le sulfate de sodium eau, un binaire tout simple, il est déjà assez compliqué en soi, puisqu'en fait, en dessous de 100 degrés, il y a 3 phases solides qui existent. Il y a une phase anhydre, qui présente d'ailleurs une ligne de solubilité ici qui n'est pas normale, puisque quand on augmente la température, il est moins soluble. C'est ce qu'on appelle une solubilité dite rétrograde, donc un comportement assez particulier par rapport à la majeure partie des composés qui ont une solubilité dite normale, c'est-à-dire que ici la solubilité augmente avec la température. Donc on a une phase anhydre au-delà de 32 degrés à peu près. On a 2 hydrates. On a un hydrate qui est le plus stable qui soit. Alors je signale que l'hydrate le plus stable thermodynamiquement, c'est celui qui est le plus hydraté, qui a son degré d'hydratation le plus haut. Donc on a le 10H2O qui est le plus stable. Et puis on a aussi un hydrate dit métastable, c'est-à-dire qui apparaît dans des conditions cinétiques, qui est le 7H2O et qui apparaît relativement souvent dans des conditions de refroidissement des conditions de refroidissement de saumure, par exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une analyse en diffraction des rayons X en suspension. Donc, on part de 35 degrés et on descend à 10 degrés en 30 minutes. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'en fait, lorsqu'on est à 35 degrés, on a le NaSO4 anhydre, comme ce qui est prévu par le diagramme, il n'y a aucun problème. Et puis, quand on descend à une certaine température, déjà, on s'aperçoit qu'on arrive à faire descendre le sulfate de sodium anhydre à des températures bien inférieures à 32 degrés, puisqu'on est à peu près à 21 degrés, 20 degrés. Et puis, à un moment donné, eh bien, on a l'apparition d'une nouvelle forme solide. Ça se voit visuellement, mais ça s'analyse par diffraction des rayons X. Et cette nouvelle forme solide, c'est l'heptahydrate qui est présent. Et celui-ci est présent jusqu'à 11 degrés. Et pendant 20 minutes, ça veut dire qu'en 50 minutes, on a fait l'heptahydrate et il est stable dans les conditions d'analyse. Je répète, dans les conditions d'analyse, on obtient l'heptahydrate
pure. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut aller checker comme ça les phases métastables, leur cinétique de transition et d'apparition lorsqu'on fait des procédés de cristallisation par refroidissement, par exemple. Alors, cet heptahydrate, on l'a laissé en suspension à 18 degrés et on l'a laissé aller à l'équilibre thermodynamique en suspension avec l'eau. Et donc, au bout de 5 heures, on a eu la transition 5 vers 10 H2O qu'on a pu caractériser encore une fois par cette diffraction in situ. Donc, on peut comme ça quantifier des cinétiques de transformation de phase et de transition de phase. Et puis, justement, pour un petit peu, imaginons qu'on ne connaisse pas bien le système, pour corroborer, par exemple, une courbe de solubilité qui nous montre une température d'inflexion à proche de 30 degrés, eh bien, on est allé près de 30 degrés, puis on est monté vraiment à très, très lente température, 0,25 degrés par heure. On fait des diffractogrammes toutes les 6 minutes, par exemple. C'est un temps moyen de diffractogramme. Et on regarde à quelle température on a l'apparition de la forme anhydre, parce que quand on a l'apparition de la forme anhydre, c'est qu'on est passé dans sa zone de stabilité et qu'elle existe à cette température-là. Donc, c'est la température dite thermodynamique. Et donc, aux alentours de 32 degrés, entre 32 et 33 degrés, eh bien, on a cette transition 10H2O anhydre qui donc vient nous permettre de placer cet invariant qui est là, qui est un invariant donc dit péritectique de transition d'un hydrate vers la phase anhydre. Donc, vous voyez que cet appareil-là est vraiment dédié aux équilibres solides-liquides pour l'analyse des phases en équilibre. Alors, on ne donne pas une information sur la solubilité, mais on se focalise sur le solide et la nature du solide, puisque vous avez vu qu'il pouvait varier en fonction des conditions de cristallisation et d'analyse des suspensions. Et donc, c'est une analyse qui est sans prélèvement, qui est automatisée, d'accord? C'est vraiment in situ, elle est complètement automatisée. On lance la manip pour la nuit et ça nous fait le produit. Alors, pour tous les produits sensibles, comme des produits un peu radioactifs, ça peut être intéressant. Nous, on a pas mal de problématiques autour de solides qui sont efflorescents, c'est-à-dire qui sont des solvates qui sont stables dans leur dans le réacteur de cristallisation, et quand on les filtre, en fait, ils perdent leur solvant complètement instantanément parce que leur tension de vapeur est très forte et donc est très faible, pardon. Et donc vous avez la formation de la phase anhydre qui n'est pas celle qu'il y a dans le réacteur. Donc on peut confirmer ou déterminer les transitions entre phases stables, l'apparition de phases métastables et leur cinétique de transformation. Et nous, ce qui nous intéresse, et c'est ce qui nous est demandé beaucoup par les industriels, c'est de déterminer les chemins de cristallisation. Quelles sont les phases qui apparaissent en fonction d'un refroidissement, d'une évaporation, d'un changement de pH, etc. Donc, la seule contrainte en fait de cet appareil, c'est qu'il y a quand même des petites contraintes expérimentales, des petits ajustements expérimentaux à faire à chaque fois qu'on a une nouvelle manip, en particulier sur la vitesse d'agitation, les conditions de diffraction, etc. Mais une fois que c'est calé, c'est parti et ça vient en général à la fin d'un processus pour confirmer un petit peu toutes les données qu'on a eues auparavant. Alors, je vais vous parler brièvement des analyses thermiques parce que les analyses thermiques, ça fait partie de notre parc d'appareillage et c'est ce qu'on utilise aussi pour tracer les diagrammes de phase. Alors là, c'est plus pour tracer des diagrammes de phase, on va dire, entre formes solides, enfin, c'est pas un solvant soluté, c'est plutôt entre deux formes solides différentes. Donc, l'analyse DSC, c'est la différence de flux de chaleur entre un échantillon et une référence qui est en général un creuset vide. Et en fait, ça nous donne des signaux de flux de chaleur comme c'est présenté ici, là sur votre droite. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de repérer en fait les points de transition particuliers. Ici, on a un pic très intense et fin qui est probablement un équilibre invariant. Et ici, on a un pic plus large et on va aller chercher ici le point de pic qui est ici, qui est le point de clear melting point. C'est là au moment donné où en fait, la fusion est finie, on a l'état liquide. Et donc, ça va nous donner une information sur ce diagramme de phase, sur la température ici de l'invariant. Mon pointeur fait un peu des siennes, de l'invariant et de la ligne liquidus qui est au-dessus là-haut. Donc cette DSC, c'est très bien et c'est pas mal de la coupler si vous avez l'occasion de le faire avec de la thermogravimétrie, de la spectro de masse, de l'infrarouge, voire des DRX. Il existe une compagnie qui fait des DRX couplés DSC pour pouvoir avoir des informations multiples. Alors là, je prends l'exemple du système entre LIBR et CEBR3. On fait une série de DSC à différentes compositions constantes. Et en repérant les points, en fait, on arrive à déterminer à la fois les températures de l'invariant et les températures ici dites de liquidus, qui sont en fait les températures de solubilité, mais dans le liquide qui est constitué de l'autre constituant. Voilà. Si vous transférez ça à un système eau soluté, vous avez exactement les mêmes informations que vous pouvez exploiter.
Alors, nous, on a développé un petit appareillage maison, là, il y a quelques années maintenant, il y a bientôt 20 ans, qui s'appelle DITA, Discontinuous Isoperiodic Thermal Analysis, qui est libre de droit. Vous pouvez l'implanter chez vous si vous voulez. Le principe est le suivant. Vous avez une suspension, une mesure de température. Tout ça est thermostaté à 10-3 degrés Kelvin près, avec un thermostat de très grande capacité, plus un dewar pour éviter les échanges avec l'environnement. Et l'idée, c'est de venir ajouter en fait des petites quantités de solvant pour venir dissoudre petit à petit l'espèce en suspension. Et à partir d'un moment, eh bien, en fait, on va venir, croiser un domaine de phase. Laurent, je te vois arriver, c'est qu'il faut que je me dépêche. Je n'entends pas, ton micro est coupé. Laurent, tu me parles, mais je ne t'entends pas. Non, excuse-moi, j'avais Ouais, pas activé le micro. Oui, je disais que c'était passionnant, mais qu'on arrivait à 17h, donc voilà. ouais. Voilà. Ça marche, je vais aller très vite. Voilà, donc l'idée de cette technique-là que je vais vous présenter, c'est que vous voyez, là, on a des ajouts de solvants, on mesure la différence de température et à un moment donné, eh bien, quand on a des évolutions de ces températures-là et on voit qu'on a une rupture d'évolution, ici on a une diminution, puis après quelque chose de plat, et quand on cumule les intensités, eh bien, en fait, on voit qu'on a une rupture de cette évolution et cette évolution, la rupture, elle est liée au passage d'un domaine de phase, on passe de la dissolution à la dilution. Et on fait ça dans les binaires, on peut faire ça dans les ternaires, ici c'est le NaCl, KClO, et donc ça nous permet par des techniques simples à mettre en place, pas trop chères, d'avoir des mesures dans les diagrammes de phase de mesure de solubilité. Voilà. Alors j'avais quelque chose sur les propriétés optiques que je vais passer, juste cette technique de transmittance est assez intéressante, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais le principe c'est de prendre une suspension auquel vous faites passer une lumière, c'est des appareils qui sont complètement automatisés, hein. Vous avez 16 puits pour analyser, vous mettez ça, vous faites passer une lumière. Quand il y a du solide, eh bien, ça ne passe pas. Quand il n'y en a pas, eh bien, la lumière passe. Et donc, on a des signaux qui ressemblent à ça, par exemple, en bleu ici. On augmente la température sur notre échantillon et on regarde l'évolution de la transmittance. Et cette transmittance, eh bien, lorsqu'elle est maximum, ça veut dire que vous venez de dissoudre tout votre solide. Et donc, c'est un point de la courbe de solubilité qui est là. Donc, la seule complication avec ça, c'est qu'en fait, c'est complètement aveugle et vous ne voyez pas la phase qui est cristallisée. Il faut faire attention toujours à bien connaître ce qui a de cristallisé. Donc, pour finir, il y a plein d'autres techniques expérimentales qui existent pour déterminer les équilibres solides-liquides. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de voir si les techniques que vous avez à disposition ne peuvent pas vous donner cette information. Vous voyez, on a détourné des appareillages qui n'étaient pas faits pour ça pour aller en chercher. Ça veut dire qu'il faut un peu se poser la question sur ce qu'est la thermodynamique et la thermodynamique des équilibres entre phases condensées, en particulier solide-liquide. Et puis, par exemple, on a détourné une autre technique plutôt optique pour faire du diagramme de phase comme ça. Donc, chimique, massique, structurale, thermique, optique, il y a plein de méthodes qui sont à votre disposition. Je peux en discuter avec vous aussi si vous avez des renseignements à demander plus particulièrement ou si vous voulez avoir d'autres informations. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'avoir les données de solubilité, c'est bien. Connaître la nature du solide en équilibre, c'est mieux. Et ça, il ne faut pas oublier, jamais oublier d'identifier les solides en équilibre. On a souvent des surprises dans les publications ou dans les travaux qui sont faits sur des mesures de courbe de solubilité. Il faut bien analyser son solide pour être sûr qu'on est bien à l'équilibre. Et je vous invite tous à adopter une approche diagramme de phase pour vos prochaines déterminations d'équilibre solide-liquide. Merci de votre attention. Merci Laurent pour l'invitation. Et je voulais juste vous signaler que à Rouen, on développe un Master 2 qui s'appelle Solid State and Crystallization, où nos étudiants sont formés à tout ce que je viens de vous dire. Et donc, si vous avez envie de stagiaires, de proposer des stages ou éventuellement discuter sur cette formation, n'hésitez pas à me contacter, j'en suis le responsable. Voilà, merci. Et désolé pour la coupure de tout à l'heure. Bon, merci, oui, merci Johan pour cette très bonne présentation sur ce sujet qui me semble pas simple. Et alors, on a déjà une question là dans la discussion par Clément Lascar qui demande si on pourrait imaginer de mettre l'appareil in situ X sous pression, notamment pour pouvoir monter à plus haute température. Alors actuellement, non, parce que c'est un dispositif qui n'est pas fait pour être sous pression. Il y a des choses qui se développent pour avoir on est dans un programme qui essaie de développer des cellules pour aller chercher des informations sous pression, là, avec ce type d'appareillage ou cette philosophie d'appareillage, mais actuellement, non. Et donc, on ne peut pas monter à plus haute température. Mhm.
Et alors, Laurent demande quelle quantité de précipité est nécessaire dans In situ X. Alors, j'ai pas de réponse très claire parce qu'en fait, je vais être très honnête parce que même un petit voile, parfois, enfin, pas grand-chose de précipité peut suffire. Ça dépend beaucoup de la nature du solide parce que plus c'est lourd, plus l'élément est lourd, plus il va diffracter. Donc, même quand on a un tout petit peu, il va pouvoir diffracter. Mais globalement, on s'assure en fait que même quand il y en a un peu, avec l'agitation qui balance en fait le solide contre la fenêtre d'analyse, en fait, on peut le voir même si on a très peu. Voilà. D'accord. Alors, les questions pleuvent, là, si on peut dire. Alors, Hervé Mur, maintenant, demande, est-ce que la spectroscopie Raman peut apporter des informations équivalentes à la DRX pour la phase solide? Y a-t-il une possibilité aussi de faire des analyses in situ? Alors, l'idée de cet appareil-là, c'est qu'effectivement, on peut mettre d'autres types d'analyses dedans, une Raman, une sonde Raman. Alors, nous, on est un petit peu frileux avec le Raman à l'état solide parce qu'on a été douché froid en faisant des essais sur des solides, des polymorphes, en fait, des solides qui étaient de même nature chimique, qui n'avaient pas la même signature cristalline. Et en fait, on voit pas vraiment on voit pas toujours des différences pour identifier les solides. Donc oui, c'est possible de le mettre en place. Ça dépend un peu du système analysé et ça ne va pas donner des informations équivalentes parce que pour avoir des informations équivalentes, il faudrait qu'on puisse avoir une base de données de comparaison des spectres Raman par rapport à quelque chose qui est bien connu, par exemple, par ailleurs, alors que la diffraction des rayons X, en particulier sur des composés inorganiques, là, tout est connu, donc on peut tout de suite comparer avec ce qui existe déjà. Alors moi, j'aurais une petite question aussi par curiosité. Vous avez dit que vous faites des analyses pour des industriels. Quelles sont les applications pour les industriels de ce genre d'études que vous faites? Alors, nous, il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec l'industrie pharmaceutique. Donc, en fait, eux, ils ont un problème, c'est que ils ont un problème si vous voulez, quand ils font la synthèse organique, à la fin, la dernière étape, c'est une étape de cristallisation. Et en fait, les organiciens qui ont développé ça sont très contents parce qu'en fait, ils prennent leur produit, le solide, là, ils le passent en RMN et ils voient que c'est la bonne molécule qu'ils ont. Sauf qu'ils oublient qu'il peut y avoir des solvates et des hydrates qui précipitent en fait en milieu solution. Et donc, ils nous demandent en fait de venir connaître la phase qui précipite et comment la gérer, comment la faire apparaître comme il Ah faut, oui, et comment, d'accord. voilà, etc. Ah oui, c'est intéressant. D'accord. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Bon, je crois que là, on a eu toutes les questions. Eh ben, Super, il nous merci. reste à vous remercier alors pour cet exposé. Merci de rien. Et alors, donc là, maintenant, le programme va continuer. Laurent, qu'est-ce que Ah bah là, je une pense que petite ouais, discussion? on a un petit peu dépassé déjà Oui, notre planning initial, donc oui, je pense que malheureusement on va s'arrêter là. Enfin, moi je me suis régalé là sur les trois exposés. oui. Je pense que je pourrais poser pas mal de questions à tout le monde, donc je voulais remercier vraiment chaleureusement là, tous les intervenants. Et finalement, on devrait peut-être faire des créneaux d'1 heure Oui. plutôt de 45 minutes. Mais, bon, ouais, enfin, voilà, donc merci beaucoup. Hein. Et voilà, donc pour ceux qui sont encore là, on a eu quand même des gens intéressés par des sujets de thermodynamique toute l'après-midi, c'est bien. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Donc, ça clôt notre série des webinaires de 2022. On en refera très probablement l'année prochaine. Alors, pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas si vous avez envie de. Jusqu'à maintenant, on a sollicité les gens, mais effectivement, s'il y a des gens qui ont envie de proposer des sujets aussi, ça pourrait être une manière de faire également. Voilà, écoutez, donc pour les intervenants, ce qu'on avait dit, vous restez encore en ligne. Et puis pour les autres, merci de votre attention. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci à tous.